qu'aujourd'hui nous plongeons dans Lich, une des villes les plus fascinantes du Moyen-Âge, celle d'Aliénor de Bise-Aquitaine, la reine des deux royaumes, duchesse puissante, épouse de deux rois, de France puis d'Angleterre, mère de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. Elle incarne le destin d'une femme hors du commun dans un monde dominé par les hommes. Entre intrigues politiques, passion, trahison et lutte pour le pouvoir, son histoire dépasse la légende. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment cette femme du XIIe siècle a façonné le destin de elle, Europe. Si vous aimez les récits historiques, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors, plongeons ensemble dans la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine naît dans un monde où la noblesse et la culture se mêlent étroitement, au cœur du duché le plus raffiné et le plus puissant du sud de la France. Son père, Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, règne sur un territoire immense, s'étendant des vallées de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Cette région baignée par le soleil et traversée de rivières est un carrefour où se croisent les influences celtes, romanes et occitanes. Poitiers, sa capitale, n'est pas seulement un centre politique, c'est un foyer d'art, de musique et de poésie. Dans ce monde vibrant, Aliénor grandit entourée de troubadours, d'érudits et de dames de cour. Très tôt, elle reçoit une éducation exceptionnelle, rare même pour une princesse. Elle apprend le latin, la lecture, la grammaire, mais aussi l'art de la diplomatie, la gestion des terres, le chant et la poésie. Le raffinement de la cour aquitaine n'est pas un simple luxe. C'est une manière de affirmer le pouvoir à travers la culture. Les chansons des amours courtois y résonnent comme des échos d'un idéal chevaleresque où la femme est au centre du récit. Est dans ce climat d'élégance et d'intelligence que Aliénor façonne son esprit. Curieuse, vive et ambitieuse, elle comprend vite que le pouvoir ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans la parole et l'esprit. Son père, Guillaume X, est un homme d'énergie et de passion, plus proche de la culture méridionale que de la rigueur du Nord. Il partage avec sa fille une complicité rare. Il la traite non pas comme une enfant fragile, mais comme une héritière qu'il faut préparer à gouverner. Il lui montre les terres du duché, lui apprend à écouter les vassaux, à juger les litiges, à négocier les alliances. Il voit en elle une digne successeur à la lignée des ducs d'Aquitaine, connue pour son indépendance vis-à-vis de la couronne de France. Dans cette enfance privilégiée, Aliénor découvre aussi la complexité du monde féodal. Elle observe les jeux d'influence entre seigneurs, les serments prêtés et brisés, les ambitions qui se cachent derrière les sourires. Tout cela forge son regard sur le pouvoir. Elle apprend à lire les gestes et les silences. La cour de Poitiers devient son école du monde, un lieu où elle apprend la force de la diplomatie et le poids des apparences. Mais derrière cette vie brillante plane une ombre, la fragilité du destin. En 1137, Guillaume X décide de se rendre en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avant de partir, il confie ses affaires à des hommes de confiance et laisse Aliénor, alors adolescente, à Poitiers. Le voyage s'annonce long et dangereux. Le duc, déjà affaibli, espère trouver la paix spirituelle, mais il ne reviendra jamais. Il meurt en chemin, laissant à sa fille le plus vaste duché de France. À 15 ans, Aliénor devient duchesse d'Aquitaine. Ce n'est pas une succession ordinaire. Son héritage comprend non seulement des terres immenses, mais aussi une influence culturelle et politique considérable. Elle est désormais la femme la plus convoitée d'Europe. Des princes, des seigneurs et même des rois regardent vers Poitiers avec convoitise. Posséder l'Aquitaine, c'est contrôler la moitié sud du royaume de France, un rêve de puissance. Le testament de Guillaume X, cependant, ne laisse rien au hasard. Il a confié la garde de sa fille au roi Louis XVI, le Gros, afin d'assurer sa protection et d'éviter que le duché ne tombe entre des mains hostiles. Ce choix, stratégique, scelle le destin d'Aliénor. À peine la nouvelle de la mort de son père parvient-elle à Paris, que le roi, déjà affaibli par la maladie, comprend l'enjeu. Marier la jeune duchesse à son fils, le prince Louis, héritier du trône de France. Le contraste entre les deux mondes ne pourrait être plus grand. D'un côté, la cour d'Aquitaine, éclatante et libre, où l'on célèbre la poésie, la musique et l'amour. De l'autre, la cour capétienne, austère et pieuse, marquée par la rigueur religieuse et les traditions du Nord. Aliénor
avec son esprit vif et son assurance, s'apprête à quitter les terres de son enfance pour rejoindre un univers très différent. Le voyage vers Paris est un moment de rupture. Elle laisse derrière elle les parfums du Sud, les troubadours et les chants de sa jeunesse. Mais dans son cœur, elle emporte l'essence de l'Aquitaine. Cette fierté, cette liberté d'esprit, ce goût pour la beauté et la parole. Elle sait que sa vie bascule et que son rôle dépasse désormais celui d'une simple héritière. Elle devient un instrument de pouvoir dans le grand jeu des royaumes. Quand elle rencontre le jeune Louis, futur roi de France, elle découvre un homme pieux, réservé, presque timide. Lui, élevé dans l'ombre des moines de Saint-Denis, voit dans le mariage un devoir sacré, une union spirituelle autant que politique. Aliénor, elle, voit une alliance stratégique, mais aussi une nouvelle scène sur laquelle déployer son influence. Entre eux, le contraste est saisissant. Lui, le nord discipliné, elle, le sud flamboyant. Dans les salles silencieuses du palais royal, elle sent déjà le poids de la couronne et celui des regards. Les dames la scrutent, les conseillers murmurent. Beaucoup voient en elle une étrangère, trop libre, trop éduquée, trop sûre d'elle. Mais Aliénor, malgré son jeune âge, garde la tête haute. Elle comprend que pour survivre et briller dans ce monde d'hommes, elle devra transformer sa différence en force. Ainsi s'achève la première étape de son destin, celle de l'enfant devenue duchesse, projetée au centre du pouvoir européen. Le sort des Aliénor des Aquitaines vient de se lier à celui des rois de France, une union née de la politique, mais bientôt marquée par les passions et les fractures. Derrière le sourire de la jeune reine se prépare déjà la tempête qui bouleversera le trône et le destin des royaumes. Le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII de France, célébré en juillet 1137, est avant tout une union politique. Le roi Louis XVI, peu avant sa mort, a voulu lier l'immense duché d'Aquitaine à la couronne capétienne. Mais cette alliance, si brillante en apparence, porte en elle les germes d'un profond malentendu. Louis, fils cadet destiné à la vie religieuse, n'avait jamais été préparé à régner. Son frère aîné, mort accidentellement, l'a forcé à quitter les cloîtres pour le trône. Il conserve de cette jeunesse monastique une piété ardente, presque excessive, un goût du silence et de la prière qui tranchent avec le tempérament solaire de son épouse. Aliénor, duchesse du Sud, est vive, cultivée, passionnée, sûre d'elle. Elle aime la conversation, la chasse, la musique, la diplomatie, et se comporte comme une femme consciente de son rang et de son intelligence. Dès les premiers jours, la cour du Nord la regarde avec curiosité et méfiance. Son allure, sa manière de parler, son indépendance d'esprit dérangent. Pour beaucoup, elle représente un souffle étranger, presque scandaleux, au milieu des rigueurs morales de la cour capétienne. Louis, lui, est sincèrement attaché à elle, mais il ne comprend pas cette femme libre et brillante qu'il a épousée. Il la veut pieuse, effacée, soumise aux conseils de l'Église. Elle, au contraire, souhaite gouverner, conseiller, influencer. Dans les premières années de leur mariage, elle tente de s'imposer dans les affaires du royaume. Elle intervient dans les décisions politiques, soutient certains vassaux contre d'autres, et fait entendre sa voix dans les débats de la cour. Ses initiatives déplaisent aux conseillers royaux, qui la jugent orgueilleuse et dangereuse. Les tensions s'aggravent lorsqu'un conflit éclate avec le comte de Champagne. Aliénor prend parti pour sa sœur, mariée au comte de Poitiers, et pousse son mari à intervenir militairement. Louis, trop confiant, laisse la guerre se prolonger. L'incendie de Vitry-sur-Marne, où des centaines de civils périssent enfermés dans une église en flammes, traumatise le roi. Pris de remords, il voit dans cette tragédie un signe divin et décide d'expier sa faute. De ce choc naît son désir de partir en croisade. La croisade, dans l'esprit de Louis VII, est un acte de foi. Pour Aliénor, c'est une aventure chevaleresque, un voyage vers l'inconnu, un théâtre où elle pourra prouver sa valeur et celle de son duché. En 1147, le couple royal prend la croix et se prépare à partir pour l'Orient. Mais cette expédition, censée les unir dans un idéal religieux, ne fera qu'accentuer leurs différences. Le départ de la seconde croisade est un spectacle grandiose. Des milliers de chevaliers, des bannières colorées, des chants résonnent dans les villes traversées. Aliénor, vêtue d'or et de soie, attire tous les regards. Elle emmène avec elle une suite de dames et de troubadours, transformant l'armée en une véritable cour itinérante. Beaucoup critiquent cette présence féminine jugée frivole, mais elle n'en a cure. Elle revendique son rang et son droit de participer à cette entreprise spirituelle et politique.
Le voyage vers Constantinople, puis vers Antioche, se révèle épuisant. Les chemins sont dangereux, les vivres manquent et la discipline s'effondre. Louis, toujours préoccupé par la pureté morale de son armée, passe son temps à prier et à consulter les moines. Aliénor, plus pragmatique, tente de gérer les alliances et de maintenir le moral des troupes. Les deux époux s'éloignent, jour après jour. Lorsqu'ils arrivent enfin en Orient, à la cour d'Antioche, un nouvel épisode scelle leur rupture. Le prince Raymond de Poitiers, oncle d'Aliénor, les accueille avec faste. Bel homme, brillant, courageux, il incarne tout ce qu'elle admire, la culture, la stratégie, la courtoisie. Très vite, une profonde complicité s'installe entre eux. Raymond cherche à convaincre Louis d'attaquer Alep, objectif stratégique pour la défense des États latins. Aliénor soutient vivement ce projet, mais Louis, influencé par les conseillers ecclésiastiques, refuse et préfère poursuivre son pèlerinage vers Jérusalem. La tension éclate publiquement. Aliénor reproche à son mari son manque de courage et de clairvoyance. Elle va jusqu'à évoquer la possibilité d'annuler leur mariage, invoquant leur trop proche parenté, ce qui scandalise la cour. Des rumeurs circulent aussitôt. Certains prétendent qu'elle entretient une relation avec son oncle Raymond. Ces accusations, jamais prouvées, suffisent à entacher sa réputation. Louis, blessé et jaloux, la force à quitter Antioche contre son gré. Le retour en Europe se fait dans un climat glacial. Le couple ne se parle presque plus. Les revers militaires, les famines, les maladies et la mort de nombreux chevaliers transforment la croisade en désastre. À leur retour en 1149, ils ont perdu la foi en leur union autant qu'en leur mission. De retour en France, la distance entre eux devient irréversible. Aliénor se retire souvent en Aquitaine, loin de la cour, où elle retrouve un monde plus proche du sien, celui de la musique, de la poésie et de la liberté. Louis, absorbé par la religion, s'enferme dans la prière. Leur union, déjà fragilisée par l'absence des héritiers mâles, seules 2 filles sont nées de leur mariage, devient politiquement problématique. Les conseillers du roi commencent à murmurer qu'il serait préférable d'obtenir une annulation. Aliénor, lucide, comprend que son rôle à la cour de France touche à sa fin. Elle n'a plus d'influence sur les décisions du roi, ni sur la politique du royaume. Ses ambitions, son intelligence et son énergie se heurtent à une muraille de dogmes et de méfiance. Dans les églises et les monastères, on la décrit comme une femme trop fière, trop audacieuse. Mais en Aquitaine, elle reste admirée et respectée. La fracture est complète. Lui incarne la France du Nord, mystique et austère. Elle, le Sud éclatant et cultivé. Ce mariage, né d'un calcul politique, s'effondre sous le poids de leurs différences. En 1152, après 15 ans d'union et 2 filles, le pape autorise leur séparation pour cause de consanguinité. La décision est accueillie avec soulagement par les 2 époux. Louis conserve la garde de leurs enfants, tandis qu'Aliénor retrouve sa liberté, et avec elle un pouvoir considérable. Mais à peine libérée, la duchesse attire à nouveau les convoitises. Son nom, son titre et ses terres en font un prix inestimable. De nombreux seigneurs rêvent de l'épouser pour s'emparer de l'Aquitaine. Pourtant, Aliénor, fidèle à elle-même, ne se laisse pas manipuler. Elle sait qu'elle doit agir vite avant que l'un d'eux ne tente de la capturer. Son esprit vif et sa connaissance du jeu politique la poussent vers une décision audacieuse, presque imprévisible. Car au moment où elle quitte la France, son regard se tourne déjà vers un autre prince. Un jeune homme fougueux, ambitieux et redouté, Henri Plantagenet. Celui-là n'est pas un moine déguisé en roi, mais un conquérant en devenir. Et dans ce nouvel alliage de puissance et de passion, Aliénor va retrouver la place qui lui revient, celle d'une femme capable de influencer le destin des royaumes. En mars 1152, dans la cathédrale de Beaugency, le mariage royal entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII de France est officiellement annulé. 15 années d'union s'achèvent dans une cérémonie d'apparente sérénité, mais derrière les prières et la solennité se dissimule un immense soulagement pour les 2 époux. L'Église, invoquant la consanguinité, ils sont cousins au 4e degré, met fin à un mariage stérile sur le plan politique comme sur le plan personnel. Louis garde leurs 2 filles, Marie et Alix, tandis qu'Aliénor récupère ses immenses domaines, le duché d'Aquitaine, la Gascogne, le Poitou. À 30 ans, elle redevient libre et souveraine, maîtresse d'un territoire qui couvre près du tiers de la France actuelle.
Mais cette liberté, aussi précieuse soit-elle, la place dans une position périlleuse. Une femme seule à la tête d'un tel duché attire les convoitises de tous les grands seigneurs. À peine sortie du tribunal ecclésiastique, Aliénor comprend que le danger la guette. Des rumeurs circulent déjà. Plusieurs seigneurs, dont le comte de Blois et le comte de Nantes, envisagent de l'enlever pour la forcer à un mariage avantageux. Les routes sont dangereuses et la duchesse doit rejoindre Poitiers rapidement. Son esprit, toujours alerte, se met aussitôt en action. Aliénor prend alors une décision qui marquera l'histoire. Avant même d'atteindre ses terres, elle envoie un messager au jeune Henri Plantagenet, comte d'Anjou, duc de Normandie et héritier présomptif du trône d'Angleterre. Elle le connaît déjà. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt à la cour de France, et elle a perçu chez lui une énergie, une ambition et une intelligence rares. Henri, de 11 ans son cadet, n'est pas un homme du passé, mais de l'avenir. Son dynamisme, sa confiance, son esprit de conquête contrastent avec la lenteur et la piété de Louis. Il est le fils de Mathilde l'Emperesse, petite-fille de Guillaume le Conquérant, et possède un héritage considérable. À eux deux, ils réunissent la France du Nord et celle du Sud, le pouvoir et le prestige, la force et l'expérience. Leur mariage est décidé en secret et célébré à Poitiers en mai 1152, à peine 2 mois après l'annulation du précédent. L'audace du geste stupéfie l'Europe. Louis VII, furieux, voit dans cette union une trahison personnelle et politique, car Aliénor, en épousant Henri, place son duché, et donc une immense partie du territoire français, dans les mains d'un vassal du roi de France, déjà plus puissant que lui. Cette alliance, qui semblait à première vue une union d'amour et d'intelligence, devient un séisme politique. Le jeune Henri Plantagenet, à 20 ans, possède désormais un empire en gestation. Par sa naissance, il contrôle l'Anjou, le Maine et la Normandie. Par son mariage, il ajoute à cela l'Aquitaine, la Gascogne et le Poitou. En unissant ces domaines, il forme un ensemble territorial d'une puissance inédite qui s'étend de la frontière écossaise aux Pyrénées. Cette configuration, appelée plus tard l'Empire angevin, bouleverse l'équilibre politique de l'Europe médiévale. Aliénor, en choisissant Henri, ne se contente pas de changer d'époux. Elle redéfinit la carte du pouvoir. Elle devient la clé de voûte d'un système politique transnational, unissant 2 royaumes souvent ennemis. Louis VII, dépassé par l'ampleur de la situation, ne peut que constater que son ancien duché vient de passer sous l'influence anglaise. Ce mariage est pour lui une humiliation diplomatique sans précédent. Mais Aliénor ne cherche ni la vengeance ni le scandale, elle veut gouverner. Elle voit en Henri un partenaire à sa mesure, un homme capable de comprendre sa vision du pouvoir. Ensemble, ils incarnent une alliance redoutable. Lui, le conquérant pragmatique, elle, la stratège cultivée. Leur union repose sur une énergie commune, sur une fascination réciproque, mais aussi sur un respect intellectuel. Leur lune de miel politique est marquée par une effervescence constante. Les 2 époux parcourent leur domaine, réorganisent l'administration, renforcent les liens de fidélité entre les seigneurs. Aliénor joue un rôle essentiel dans cette consolidation du pouvoir. Elle négocie, conseille, arbitre. Dans le Sud, elle restaure l'autorité ducale, apaise les querelles locales et rétablit l'ordre. Sa présence impose le respect. Elle est duchesse, mais aussi reine en devenir. En 1153, Henri traverse la Manche pour revendiquer la couronne d'Angleterre, alors plongée dans la guerre civile entre les partisans de sa mère, Mathilde, et ceux du roi Étienne. Aliénor reste en France, gérant avec habileté les affaires de l'Aquitaine. Elle fait preuve d'une autorité calme et ferme, gagnant la loyauté de ses vassaux. L'année suivante, Étienne meurt, et Henri devient roi d'Angleterre, sous le nom d'Henri II Plantagenet. Aliénor devient alors reine d'Angleterre, une double couronne, celle du royaume et celle de son duché posée sur la tête une femme dont on disait qu'elle était faite que pour troubler les rois. Leur règne commence sous les auspices de la grandeur. Ensemble, ils incarnent une Europe nouvelle, unie non par la foi ou l'Empire, mais par le jeu subtil des mariages et des alliances. La France, affaiblie, observe avec inquiétude ce couple flamboyant dont la puissance semble sans limite. Les chroniqueurs du temps s'émerveillent autant qu'ils s'effraient de cette union. Certains y voient la naissance d'un empire franco-anglais, d'autres la promesse d'un affrontement inévitable.
Aliénor s'installe tour à tour à Poitiers, à Chinon, à Winchester. Elle met au monde une nombreuse descendance, cimentant l'alliance par le sang. Guillaume, Henri, Richard, Geoffroy, Aliénor, Jeanne et Jean. Ses enfants deviendront rois, ducs, reines, autant de pièces sur l'échiquier qu'elle manœuvre avec une habileté presque instinctive. Son influence à la cour est grande, mais Henri, ambitieux et autoritaire, commence déjà à centraliser le pouvoir entre ses mains. Pour l'instant, pourtant, tout semble possible. Le couple royal rayonne. L'un incarne la vigueur de la jeunesse, l'autre la sagesse et l'expérience. Ensemble, ils posent les bases d'un règne qui marquera durablement l'histoire européenne. L'Angleterre, unie à la Normandie, à l'Anjou et à l'Aquitaine, devient la puissance dominante de l'Occident. Louis VII, isolé, tente en vain de contenir l'influence de son ancienne épouse. Cette union entre Henri et Aliénor reine est pas seulement un coup politique, c'est la rencontre de deux visions du monde. Henri voit dans le pouvoir une construction rationnelle, un ordre à imposer. Aliénor, elle, y voit une œuvre d'art, un équilibre entre autorité, beauté et prestige. Leur tempérament passionné, leur ambition commune et leur intelligence aiguë font des jeux, un couple unique dans Elige, histoire médiévale. Mais déjà, sous cette alliance éclatante, sommeillent des tensions. L'un et l'autre sont trop forts, trop fiers, trop conscients de leur propre grandeur. L'Europe entière observe ce nouveau centre de gravité qui vient de naître. Le trône de France affaibli ne peut rivaliser avec cet empire sans frontières. Le pape lui-même inquiète de ce pouvoir concentré entre les mains un couple aussi énergique que imprévisible. Aliénor, une fois encore, a déjoué les attentes. Elle, qu'on voulait soumettre, devient la fondatrice d'un nouvel ordre politique. Et pourtant, ce mariage qui semble unir la raison et la passion portera bientôt, lui aussi, sa part d'ombre. Car dans la force de leur union se cache la promesse de futurs affrontements, entre l'amour et la domination, entre la mère et les fils, entre le trône d'Angleterre et la couronne de France. Mais pour l'heure, Aliénor d'Aquitaine règne, et jamais encore une femme n'aura tenu dans ses mains autant de pouvoir sur le destin des royaumes. Devenue reine d'Angleterre en 1154, Aliénor d'Aquitaine entre dans une nouvelle ère de sa vie, plus vaste encore que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Elle est plus seulement duchesse du Sud, ni elle, ex-épouse un roi de France. Elle est désormais au centre qu'un empire étendant des Highlands écossais jusqu'aux Pyrénées, un réseau de territoires que son mari Henri II Plantagenet emploie à unifier avec une énergie féroce. Qu'à ses côtés, Aliénor, forte de son expérience et de sa lucidité politique, devient non seulement la compagne du roi, mais la co-architecte de cette construction politique sans précédent. Dès les premières années du règne, le jeune couple s'impose par sa vitalité et son ambition. Henri est un homme infatigable, qui parcourt son royaume à cheval, réformant la justice, réorganisant les finances et soumettant les grands seigneurs rebelles. Aliénor, de son côté, veille à ce que le prestige royal accompagne cette consolidation du pouvoir. Elle comprend que la royauté n'existe pas seulement par la force, mais aussi par l'image qu'elle renvoie. Un principe qu'elle avait appris dès son enfance dans les cours raffinés des Aquitaines. Elle encourage les artistes, protège les poètes, organise des cérémonies fastueuses qui exaltent la grandeur de la dynastie naissante. La reine se partage entre plusieurs résidences, Chinon, Winchester, Poitiers. Partout où elle s'installe, elle laisse une empreinte de raffinement. Ces demeures deviennent des foyers d'art et de diplomatie, où l'on parle autant de poésie que de politique. Les chroniqueurs du temps évoquent une femme rayonnante, d'une beauté mûre et majestueuse, dotée d'une intelligence acérée et d'une autorité naturelle. Les seigneurs la respectent, les ambassadeurs la redoutent, les poètes la célèbrent. La maternité, pour Aliénor, s'entrelace avec la politique. Entre 1153 et 1166, elle donne naissance à 8 enfants, chacun porteur d'un destin royal. Ses fils deviendront rois, ducs ou comtes. Ses filles, reines et princesses d'Europe. Parmi eux, 2 noms traverseront les siècles, Richard, le futur cœur de lion, et Jean dit Santerre. Elle s'investit profondément dans leur éducation, leur transmettant non seulement la culture de l'Aquitaine, mais aussi le sens du prestige, du courage et de la parole.
Ces enfants grandissent entre deux mondes, la rigueur administrative anglaise et la liberté courtoise du Midi. Henri, absorbé par la gestion de son empire, laisse souvent à Aliénor la direction des affaires du Sud. En Aquitaine, elle gouverne pratiquement en souveraine. De 1160 à 1170, elle rétablit la paix dans des régions troublées, négocie avec les seigneurs gascons et tisse un réseau d'alliances locales. Son autorité y est incontestée, car elle parle la langue du peuple, comprend les coutumes et sait s'adresser aux nobles comme aux poètes. Elle rétablit l'ordre par la diplomatie, non par la terreur, une approche qui contraste avec la brutalité souvent reprochée à Henri. Mais Aliénor ne se limite pas à gouverner, elle façonne un idéal. À Poitiers, sa cour devient un phare de civilisation dans l'Europe du XIIe siècle. Elle y réunit troubadours, penseurs, lettrés et chevaliers. Sous son impulsion se développe une culture unique où S invente ce que elle, on appellera plus tard, elle, amour courtois. Une conception raffinée de la relation entre hommes et femmes, fondée sur la délicatesse, la loyauté et la beauté. Les poètes Bernard de Ventadorn ou Geoffrey Rudel y chantent l'amour noble, les vertus du courage et la fidélité à la dame. Cette idéologie, née dans son duché, rayonne dans toute l'Europe médiévale. Poitiers devient aussi un centre diplomatique. Des ambassadeurs d'Espagne, de Flandre, de Savoie et de Rome s'y croisent. Aliénor s'y affirme comme médiatrice dans les conflits féodaux, une femme dont la parole pèse autant qu'une armée. Les chroniqueurs notent qu'elle sait calmer la guerre par le charme et la raison. À une époque où la force prime, cette maîtrise du dialogue est une arme nouvelle. Cependant, derrière cette réussite éclatante, les tensions commencent à poindre. Le pouvoir d'Henri II grandit, mais avec lui son caractère autoritaire. Il centralise tout, réduit l'autonomie des grands seigneurs et ne tolère guère la moindre indépendance. Aliénor, habituée à régner, supporte mal de se voir reléguée dans un rôle secondaire. Elle, qui a contribué à bâtir l'empire Plantagenet, refuse d'être simple spectatrice. Leurs discussions deviennent plus vives, leurs visions du pouvoir divergent. Henri voit dans l'autorité un outil à imposer. Aliénor y voit une symphonie à équilibrer. Lui pense en termes de loi et de bataille, elle en termes d'influence et de prestige. Ces deux conceptions, longtemps complémentaires, commencent à s'opposer. À mesure que les années passent, Henri s'entoure de jeunes conseillers, parfois de maîtresses, et néglige la reine. Aliénor, blessée dans son orgueil, se replie alors davantage sur l'Aquitaine. C'est là, dans son duché natal, qu'elle retrouve son autonomie et sa force. Elle s'y consacre à la transmission de sa culture, encourageant les troubadours, promouvant les codes de la chevalerie et la politesse courtoise. Certains historiens affirment que elle aurait tenu à Poitiers une sorte de cour de Sabamour, où l'on débattait des questions morales et sentimentales. Qu'elle soit légende ou réalité, cette idée illustre, elle, aura que elle dégage, celle une femme capable d'unir le pouvoir et la beauté, la politique et la poésie. Sur le plan dynastique, Aliénor veille à placer ses enfants dans des unions avantageuses. Elle marie sa fille Aliénor à Alphonse VIII de Castille, Mathilde au duc de Saxe, et prépare ses fils à régner. Richard, son préféré, incarne l'idéal de chevalerie qu'elle a nourri, courageux, loyal, éloquent. Henri le Jeune, héritier du trône, reçoit la couronne du vivant de son père, selon la coutume capétienne, mais sans réel pouvoir. Cette situation ambiguë provoquera plus tard de graves conflits familiaux. À la cour anglaise, la présence d'Aliénor reste éclatante mais de plus en plus distante. Elle s'y montre lors des grandes cérémonies, assure les ambassades, mais son cœur demeure à Poitiers, dans cette terre du Sud qui est son âme. Elle s'y entoure de poètes et de femmes instruites, créant un espace rare de liberté intellectuelle pour l'époque. Ses contemporains la décrivent comme une femme à la fois douce et redoutable, capable de séduire ou d'effrayer selon les circonstances. Vers la fin des années 1160, la monarchie Plantagenet atteint son apogée. Henri II contrôle un empire plus vaste que jamais. Aliénor, duchesse et reine, règnent sur la plus brillante cour d'Europe. Leurs enfants grandissent, les alliances se multiplient. Les chroniqueurs louent la puissance du couple royal. Pourtant, sous cette splendeur, les fissures s'élargissent. Car si les Angleterre et la France semblent unies par le mariage des Henri et des Aliénor, deux esprits opposés gouvernent cet empire, la loi du roi et la liberté de la duchesse. Et dans l'ombre des palais, leurs fils grandissent,
témoins des tensions qui opposent leurs parents. Bientôt, ces héritiers impatients de pouvoir s'affronteront entre eux et contre leur père. Mais pour l'heure, Aliénor des Aquitaines demeure l'incarnation même du prestige royal, une femme à la croisée de deux mondes, dont la lumière éclaire l'Europe médiévale. Les années de gloire des Bouis Aliénor des Boues Aquitaine à la tête de la cour des Boues Angleterre étaient reconstruites sur elle, énergie et elle une ambition commune du couple royal. Mais à mesure que le temps passait, cette union autrefois éclatante se fissurait sous le poids du pouvoir, des trahisons et des passions. Henri II Plantagenet, brillant mais impétueux, voyait en sa femme non plus une alliée, mais une rivale. Aliénor, forte de son intelligence politique et de son influence sur leurs enfants, refusait de se laisser réduire à un rôle d'ombre. Entre eux, l'admiration s'était muée en méfiance et la complicité en lutte silencieuse. Henri, désormais maître d'un immense empire, multipliait les campagnes et les conquêtes diplomatiques. Il contrôlait l'Angleterre, la Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine, la Bretagne, une puissance qui faisait trembler la France. Mais cette domination avait un prix. Il ne supportait pas la contradiction. Dans son royaume comme dans sa famille, il imposait sa volonté avec une dureté croissante, et lorsqu'il s'agissait d'Aliénor, cette autorité devenait presque obsessionnelle. La reine, elle, s'était repliée sur Poitiers, où elle retrouvait son autonomie et la liberté de son duché. C'est là qu'elle commença à se détacher du roi. Loin de la cour anglaise, elle entretenait une correspondance active avec ses fils, en particulier avec Richard et Henri le Jeune, qui commençaient à nourrir leur propre désir de pouvoir. Aliénor les conseillait, les mettait en garde, mais aussi, peu à peu, les encourageait à revendiquer leur place dans un empire dominé par la main implacable de leur père. Henri II, quant à lui, s'était compromis dans des passions qui scandalisaient l'Europe. Sa liaison avec Rosamund Clifford, une jeune femme anglaise d'une beauté célèbre, enflamma la rumeur. Le roi fit construire pour elle un pavillon secret à Woodstock, un labyrinthe où lui seul savait entrer. Les poètes de l'époque murmurent qu'Aliénor aurait découvert la cachette et que la confrontation entre la reine et sa rivale fut terrible. On ignore la vérité de ces récits, mais une chose est certaine, la blessure d'orgueil fut profonde. Pour une femme aussi fière, issue d'une lignée illustre et détentrice d'un duché aussi riche que l'Aquitaine, cette humiliation publique fut un point de non-retour. À la rancune sentimentale s'ajouta bientôt la rancune politique. Henri avait commencé à restreindre l'influence d'Aliénor sur leur domaine du Sud. Il imposait des administrateurs anglais, marginalisait les nobles aquitains et tentait de réduire l'autonomie du duché. C'était toucher à ce que la reine avait de plus cher, son héritage. Les tensions s'intensifièrent. Dans le même temps, leur fils grandissait dans un climat de rivalité. Henri le Jeune, couronné roi du vivant de son père, ne détenait aucun pouvoir réel. Richard, nommé duc d'Aquitaine, voulait régner sur ses terres sans ingérence. Geoffroy, le troisième fils, se sentait lésé. Quant à Jean, le plus jeune, il était encore enfant, mais déjà promis à un avenir tumultueux. Henri II, dans son entêtement, joua de leur rivalité pour mieux asseoir son autorité. Il promettait à l'un des titres qu'il refusait à l'autre, suscitait jalousie et soupçon. Cette stratégie finit par se retourner contre lui. En 1173, Henri le Jeune, las de n'être qu'un roi de nom, entra en révolte ouverte contre son père. Bientôt, Richard et Geoffroy se joignirent à lui. Et derrière cette coalition, discrète mais décisive, se trouvait Aliénor d'Aquitaine. Son rôle exact dans la rébellion a longtemps été débattu. Certains chroniqueurs anglais l'accusent d'avoir orchestré la révolte. D'autres la décrivent simplement comme une mère cherchant à protéger les droits de ses fils. Mais il est clair qu'elle participa activement aux négociations, qu'elle encouragea ses enfants à se soulever et qu'elle lia des contacts avec le roi de France, Louis VII, son ancien mari. Elle savait que seule une alliance franco-angevine pouvait contrebalancer la puissance d'Henri II. Les fils d'Aliénor trouvèrent des appuis puissants. Louis VII leur ouvrit les portes de Paris. Des seigneurs du Poitou, du Maine et de Bretagne se joignirent à eux. L'Europe entière observait avec étonnement cette guerre de famille devenue guerre de royaume. Aliénor, cette fois, n'était plus la duchesse poétique de Poitiers, mais une stratège aguerrie, prête à risquer sa sécurité pour ses enfants. Henri II réagit avec la brutalité qui le caractérisait. Sa riposte fut implacable.
En quelques mois, il écrasa les troupes rebelles, captura les principaux chefs et rétablit son autorité sur tout l'Empire. Les fils furent contraints à la soumission, et la reine, trahie par la fortune, tomba entre les mains du roi. On raconte qu'elle tenta de fuir déguisée en homme, mais fut arrêtée en route. Henri la fit ramener en Angleterre, prisonnière. Ce fut le début d'un long enfermement. Pendant près de 16 ans, Aliénor vécut sous étroite surveillance, enfermée dans différents châteaux, notamment à Salisbury et à Winchester. Le roi craignait qu'elle ne fomente de nouvelles révoltes, et il avait raison. Même en captivité, son nom restait un symbole de résistance. Ses fils la vénéraient, les poètes la pleuraient, et dans les cours d'Europe on murmurait que la plus grande dame du siècle était réduite au silence par un mari jaloux de sa gloire. Pendant ces années de captivité, le monde continuait de tourner. Henri II faisait face à de nouvelles querelles avec ses fils qui, malgré la répression, ne cessaient de se rebeller. Henri le Jeune mourut prématurément en 1183, après avoir tenté une ultime insurrection. Richard, désormais l'aîné, prit la tête du parti anti-royal. Le conflit entre père et fils se transforma en lutte de succession. Et, ironie du sort, le vieil Henri dut s'allier parfois à Jean contre Richard, semant encore davantage la discorde au sein de sa propre famille. Aliénor, bien que captive, restait la conscience politique du clan. Les messagers qui lui étaient fidèles transmettaient ses conseils, et Richard continuait de la consulter à distance. Son autorité morale demeurait intacte. Dans ses lettres, elle exprimait une dignité inébranlable et une foi profonde en la justice de Dieu. Elle savait que son heure viendrait, que la roue du destin tournerait à nouveau en sa faveur. La légende dit qu'Henri II, dans ses dernières années, était tenté par le souvenir d'Aliénor. Il savait qu'il l'avait aimée, mais aussi qu'il l'avait trahie. Leur relation, faite d'admiration et de guerre, d'amour et de pouvoir, symbolisait la complexité d'un siècle où la passion et la politique étaient indissociables. Lorsque Henri mourut en 1189, usé par les luttes, c'est Aliénor qui, libérée de sa prison, reprit le flambeau. Ainsi, au terme de ces années sombres, la reine déchue allait redevenir reine régente, mère d'un nouveau souverain, Richard Cœur de Lion. L'Europe s'apprêtait à la revoir, plus forte et plus sage, prête à gouverner à nouveau. Mais l'éclat qu'elle allait retrouver porterait la marque indélébile de ces années de captivité, où la patience et la lucidité avaient remplacé la gloire. Et derrière cette renaissance à venir se dessinait déjà une vérité. Aliénor d et Aquitaine N avaient jamais cessé d'y être reine, même enchaînée. La rébellion des Aliénor d et Aquitaine contre Henri II avait été le cri d', une femme trop longtemps étouffée par elle et autorité d'Étia, un roi. Mais dans ce combat d'orgueil et de pouvoir, c'est elle qui perdit la partie. En 1174, trahie et capturée, la duchesse reine fut conduite en Angleterre sous la garde de chevaliers dévoués au roi. Elle, Europe entière, apprit avec stupeur que la plus puissante femme du Moyen-Âge était désormais prisonnière de son mari. Ce n'était pas seulement un acte politique, c'était une vengeance intime, un affront personnel. Henri voulait non seulement la neutraliser, mais aussi la faire taire. Son transfert se fit dans le plus grand secret. Déguisée, surveillée, elle traversa la Manche dans le froid de l'hiver. À son arrivée, elle fut enfermée dans un château du Wiltshire, puis déplacée régulièrement d'une forteresse à l'autre, Winchester, Sarum, Reading et d'autres encore. Le roi ne voulait pas qu'elle reste trop longtemps au même endroit, de peur qu'elle n'y tisse un nouveau réseau de complices. Sa captivité, d'abord stricte, s'adoucit parfois selon les périodes. Certaines années, elle recevait la visite de ses enfants ou participait à des fêtes religieuses sous escorte. D'autres fois, elle vivait dans une quasi-solitude, coupée du monde. Ce silence imposé était une humiliation profonde. Aliénor, habituée à diriger des cours brillantes et à négocier avec des souverains, se retrouvait réduite à une existence d'ombre. Mais cette femme que l'on croyait vaincue transforma la captivité en école de patience. Elle observa, écouta, attendit. Le temps, pour elle, devint une arme. Les murs de pierre, au lieu de l'écraser, l'obligèrent à méditer, à repenser les alliances, à prévoir l'avenir. Car Aliénor n'était pas seulement une reine blessée. Elle restait une stratège et même emprisonnée, elle continuait d'influencer les jeux du pouvoir. De sa prison,
Elle suivait avec attention les drames qui secouaient la dynastie Plantagenet. Henri II, triomphant en apparence, voyait son empire menacé de toutes parts. Les fils qu'il avait voulu contrôler se retournaient contre lui, les uns après les autres. Henri le Jeune, couronné sans pouvoir, mourut en 1183, rongé par le remords et la maladie après une nouvelle rébellion. Geoffroy, duc de Bretagne, trouva la mort 2 ans plus tard dans un tournoi à Paris. Ces disparitions laissaient Richard, le préféré d'Aliénor, en première ligne. Il était désormais l'héritier naturel du trône d'Angleterre, mais son père, toujours méfiant, tentait de favoriser son plus jeune fils, Jean. Dans sa solitude, Aliénor comprenait que la tragédie familiale N n'était pas seulement le fruit de la malchance. C.E. était la conséquence directe de L, autoritarisme, D, Henri. En voulant tout contrôler, il avait détruit la loyauté de ses enfants et miné la stabilité même de son empire. L'ironie était cruelle. Celui qui craignait la révolte avait engendré des révoltés. Celui qui voulait tout posséder voyait tout lui échapper. On raconte qu'à travers des messagers fidèles, Aliénor continuait de communiquer avec ses fils. Ses lettres, empreintes de sagesse et de fermeté, leur rappelaient la patience, la prudence, mais aussi la nécessité de défendre leur héritage. Pour Richard en particulier, elle restait un guide moral et politique. C et D, elle que. Il tenait son sens de elle une honneur et sa vision chevaleresque du pouvoir. Dans les récits ultérieurs, on évoque souvent Richard comme le fils de sa mère, tandis que Jean était celui de son père. Impulsif, habile, mais sans grandeur. Les années passaient lentement, rythmées par les hivers brumeux et les fêtes religieuses que la reine observait en silence. Elle priait non par résignation, mais comme acte de résistance intérieure. Les moines qui l'assistaient disaient d'elle qu'elle possédait une sérénité impressionnante, un calme presque royal, même dans la déchéance. Dans le silence de ses cellules, elle repassait en mémoire les visages de son passé, celui de Louis VII, son premier mari pieux et indécis, celui d'Henri, fougueux et dominateur, ceux de ses enfants, si différents et pourtant unis par la même fureur de vivre. Elle méditait sur la vanité des couronnes et la fragilité du pouvoir. Henri II, malgré sa victoire sur sa femme, ne trouvait pas la paix. Son empire, immense, devenait ingouvernable. Les seigneurs du Poitou se soulevaient, les barons anglais murmuraient contre sa tyrannie, et le roi de France, Philippe Auguste, jeune, rusé et patient, attendait le moment opportun pour frapper. Le vieux Plantagenet voyait ses forces décliner. Les querelles familiales se mêlaient aux rivalités politiques, et l'ombre d'Aliénor planait toujours sur ses pensées. En 1189, tout bascula. Richard, soutenu par Philippe Auguste, lança une nouvelle rébellion contre son père. Henri, épuisé, dut fuir de château en château. La trahison de son plus jeune fils, Jean, qu'il croyait fidèle, acheva de le briser. Le 6 juillet 1189, Henri II mourut à Chinon, épuisé, brisé de corps et d'âme. Et le jour même, Aliénor d'Aquitaine retrouva la liberté. Ce fut une renaissance. À 67 ans, la reine, que l'on croyait oubliée, réapparut sur la scène du pouvoir, avec une énergie stupéfiante. Libérée par Richard, son fils désormais roi d'Angleterre, elle reprit aussitôt les rênes du gouvernement. Après 15 années d'emprisonnement, elle connaissait mieux que quiconque les faiblesses du royaume et les dangers de la division. Pendant que Richard préparait son départ pour la 3e croisade, c'est elle qui assura la régence du royaume d'Angleterre. Mais avant d'en arriver là, il faut imaginer ce moment de transition. Une femme vieillie par les années, aux cheveux mêlés d'argent, franchissant à nouveau les portes d'un château, non plus comme prisonnière, mais comme souveraine. Autour d'elle, les gardes baissèrent la tête. Les chroniqueurs racontent que son regard n'avait rien perdu de sa fierté. Elle sortait de l'ombre sans amertume, avec une calme détermination. Elle avait perdu un mari, mais retrouvé son destin. Cette libération fut plus qu'un événement politique. Ce fut un symbole. Aliénor incarnait désormais la mémoire vivante d'un siècle de bouleversements. Elle avait connu la gloire, la trahison, la captivité et la résurrection. Et surtout, elle avait prouvé que la patience pouvait être une forme suprême de pouvoir. Pendant ces longues années derrière les murs, elle avait appris à gouverner sans trône, à influencer sans parler, à attendre sans désespérer. Ses ennemis pensaient l'avoir enfermée. En réalité,
Il lui avait donné le temps de devenir légende. Lorsque les portes de sa prison se refermèrent derrière elle, c'était une ère nouvelle qui commençait. Richard, son fils, allait porter haut le nom des Plantagenets sur les champs de croisade, et Aliénor, sa mère, gouvernerait en son absence avec une sagesse forgée dans la solitude. La reine captive redevenait reine d'Europe, et dans les pierres froides de ses anciennes geôles, son ombre restait comme un rappel silencieux. Aucune cage nain est assez forte pour enfermer une volonté. Lorsque Henri II s'éteignit à Chinon, en ce mois de juillet 1189, le vent du destin sembla changer de direction. L'homme qui avait dominé l'Europe pendant 30 ans, régné sur un empire s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées, s'en alla dans la solitude et l'amertume, abandonné par ses fils et hanté par le souvenir d'Aliénor. À l'annonce de sa mort, est-elle, la femme que Cook il avait tenue captive pendant 15 longues années, qui reprit les rênes du pouvoir, avec une dignité que même la captivité n'avait pas entamée. Aliénor avait alors environ 67 ans. Ses cheveux, autrefois d'un blond éclatant, étaient devenus argentés, mais son regard demeurait vif et pénétrant. Son retour à la liberté fut aussi son retour au pouvoir. Richard, son fils adoré, montait sur le trône d'Angleterre et dès les premiers jours de son règne, il comprit que nul n'était mieux placé que sa mère pour gouverner à ses côtés. Il la libéra, la rétablit dans ses droits et lui confia les sceaux royaux, symbole de l'autorité suprême. La reine-mère redevint ainsi une reine à part entière, mais cette fois, elle régnait non plus par la beauté ni par la séduction, mais par l'expérience et la sagesse. Son rôle allait être crucial. Richard Cœur de Lion, animé par l'idéal de la croisade, s'apprêtait à quitter l'Europe pour rejoindre l'armée chrétienne en Terre Sainte. Le royaume d'Angleterre, lui, devait continuer à vivre, à se défendre, à collecter des impôts, à gérer des alliances. Cette mission, il la confia à celle en qui il avait une confiance absolue, sa mère. Aliénor, à peine libérée, se lança dans une activité incessante. Elle accompagna Richard à travers l'Angleterre pour assurer son couronnement à Westminster, où la splendeur du sacre marqua la renaissance d'une dynastie. Les chroniqueurs notent qu'elle supervisa elle-même les préparatifs, choisissant les vêtements, les musiques, les symboles. Pour elle, ce sacre aînin n'était pas seulement celui un fils. C'était la réhabilitation un nom, la revanche d'une femme que l'on avait voulu effacer. Mais très vite, son esprit pratique reprit le dessus. Richard préparait la troisième croisade et les dépenses nécessaires étaient colossales. Aliénor organisa la levée des fonds, vendant domaines, offices et privilèges pour financer la grande expédition. Elle maniait la diplomatie avec la même finesse que lors des caisses royales. Ses lettres, adressées aux grands barons et aux abbés, étaient des modèles d'autorité douce, combinant flatterie, raison et fermeté. Sous sa direction, l'Angleterre connut un ordre remarquable malgré l'absence du roi. Lorsque Richard partit enfin pour l'Orient, en 1190, c'est Aliénor qui resta pour gouverner. Elle devint la régente de l'Empire Plantagenet, un rôle presque inédit pour une femme au XIIe siècle. De Winchester à Rouen, de Poitiers à Westminster, son autorité s'imposa. Les ambassadeurs étrangers la traitaient en égale, les barons la craignaient, le clergé la respectait. Sa réputation de justice et de fermeté traversait les frontières. Son gouvernement se caractérisa par la stabilité dans la tempête. Les années qui suivirent furent pleines de périls. La croisade, les complots de Philippe Auguste, les ambitions de Jean Santerre, le frère cadet de Richard. Ce dernier, impatient et rusé, espérait profiter de l'absence de son frère pour usurper le trône. Aliénor dut déployer toute sa vigilance pour contenir ses intrigues. Elle réunit les barons, rappela les lois du royaume et fit proclamer la fidélité à Richard. « Tant que je vivrai, aurait-elle déclaré, aucun fils d'Aliénor ne trahira son frère impunément. » Son sens politique se révéla une fois de plus redoutable. Elle entretenait des correspondances avec Rome, Paris et Jérusalem, suivant de près les nouvelles venues d'Orient. Chaque décision passait par elle. Nomination, alliance, taxes, arbitrage. Là où Henri II avait gouverné par la peur, elle régnait par la raison. L'administration royale qu'elle avait observée pendant des décennies lui obéissait désormais avec une discipline admirable. Mais le destin, encore une fois, allait mettre sa force à l'épreuve. En 1192, la nouvelle arriva que Richard, de retour de croisade, avait été capturé en Autriche par le duc Léopold et livré à l'empereur Henri VI.
L'Europe entière retint son souffle. Le roi d'Angleterre, héros de la croisade, était prisonnier. Beaucoup pensèrent que son royaume allait s'effondrer, mais Aliénor, elle, ne céda ni à la panique ni au désespoir. À plus de 70 ans, elle reprit la route. Elle traversa la France, rencontra Philippe Auguste, négocia avec Elve, empereur germanique, et mobilisa toutes les ressources du royaume pour rassembler la rançon colossale exigée pour la libération de son fils, une somme si énorme que elle semblait impossible à réunir. Pourtant, grâce à sa ténacité, son réseau et son autorité morale, elle parvint à accomplir l'impossible. Pendant des mois, elle voyagea à travers ses domaines, levant impôts et dons, haranguant les évêques, convainquant les nobles. On disait d'elle qu'elle ne dormait presque pas, qu'elle chevauchait malgré le froid et les années, le regard fixe, déterminé. En février 1194, après 2 ans de captivité, Richard fut enfin libéré. Et ce fut encore Aliénor qui alla l'accueillir, dans un moment d'émotion que les chroniqueurs décrivent comme la rencontre d'une mère et de son fils, mais aussi de 2 souverains. Le roi, en la voyant, se serait incliné devant elle, disant « C'est grâce à vous que je respire encore ». De retour en Angleterre, Richard confia à nouveau la régence à sa mère, pendant que Bill reprenait la guerre contre Philippe Auguste. Il savait que le royaume était entre de bonnes mains. Même les ennemis de la dynastie reconnaissaient l'efficacité d'Aliénor. Philippe lui-même, malgré sa ruse, redoutait cette femme qu'il appelait la vieille lionne d'Angleterre. Elle n'avait plus besoin d'épée. Son esprit suffisait à inspirer la crainte. Dans ces années de régence, Aliénor atteignit une forme de grandeur tranquille. Elle ne cherchait plus la gloire, mais l'équilibre. Son gouvernement était fait de compromis et de prudence, mais aussi d'une vision claire. Préserver la dynastie, assurer la paix, maintenir l'autorité du trône. Elle avait connu les tempêtes et les prisons, la gloire et la solitude. Désormais, elle incarnait la continuité. Et si elle paraissait parfois fatiguée, son regard restait celui d'une femme consciente d'avoir survécu à tous ceux qui avaient voulu l'abattre. Dans les palais, on murmurait que nul roi, nul empereur n'avait connu une telle longévité politique. Aliénor avait régné sur 2 royaumes, servi 3 rois, survécu à ses ennemis et façonné 2 générations de princes. Son pouvoir à cette époque ne tenait plus à la richesse ni à l'armée, mais à la légitimité. Elle était devenue la gardienne de la mémoire plantagenète, la matriarche du plus puissant empire d'Occident. Et quand les soirs d'hiver, elle dictait encore des lettres à ses secrétaires, son écriture demeurait ferme, son ton mesuré. Ainsi la reine d'Aquitaine, jadis captive, gouvernait à nouveau le destin de l'Europe. L'Angleterre, la Normandie et l'Aquitaine trouvaient sous sa main ferme et bienveillante un équilibre que même la guerre ne pouvait briser. Et dans les cours d'Europe, on citait son nom comme celui d'une légende vivante, Aliénor, la reine qui avait traversé le siècle sans jamais s'incliner. Les années qui suivirent la libération de Richard Cœur de Lion furent marquées par un mélange de espoir et d'amertume pour Aliénor d'Aquitaine. Le royaume avait retrouvé son roi, mais les plaies du passé demeuraient ouvertes. Les guerres reprenaient contre Philippe Auguste, l'empereur du Nord, tandis que le vaste empire plantagenète, qu'Aliénor avait contribué à bâtir, commençait à se fissurer sous le poids des rivalités et des fatigues du pouvoir. Aliénor, désormais octogénaire, n'était plus la souveraine flamboyante de Poitiers, ni la régente infatigable de la décennie précédente, mais elle restait l'âme de la dynastie. Son autorité morale dépassait les frontières. Même ses ennemis, en France comme à Rome, reconnaissaient en elle une figure hors du commun. De son palais d'Angers ou du monastère de Fontevraud, elle continuait de recevoir ambassadeurs, messagers et dignitaires, gardant un œil attentif sur chaque mouvement des rois. Richard, son fils favori, poursuivait la guerre avec fougue et obstination. Son courage sur les champs de bataille était légendaire, mais il laissait derrière lui des ruines, des villages brûlés, des caisses vides, des serments brisés. Aliénor, plus lucide, voyait déjà poindre la fin d'un âge. Elle tentait de tempérer l'ardeur du roi, d'apaiser les querelles avec Philippe Auguste, mais Richard n'écoutait guère que le langage de l'épée. Elle savait pourtant que les Plantagenêtes ne pouvaient se permettre une guerre éternelle. Les terres françaises, en particulier l'Aquitaine, se montraient de plus en plus rétives à l'autorité anglaise. Les barons locaux, jaloux de leurs privilèges,
se tournèrent parfois vers le roi de France, profitant de la vieillesse d'Aliénor pour remettre en cause son pouvoir. Mais la duchesse, même affaiblie, savait se faire respecter. Ses lettres de cette période témoignent d'une énergie intacte. Elle y parle d'honneur, de justice et de mémoire, comme si ces trois mots suffisaient à tenir debout tout un monde qui s'effondrait lentement. En 1199, le destin la frappa de plein fouet. Richard, blessé au siège du château de Chalut, mourut des suites de sa blessure. À la nouvelle de sa mort, Aliénor, alors âgée de 77 ans, sentit le poids du monde s'abattre sur elle. Son fils préféré, celui qu'elle avait libéré, protégé, couronné, venait de disparaître dans la fleur de l'âge, laissant derrière lui un royaume sans héritier légitime. Les chroniqueurs racontent qu'à l'annonce de sa mort, elle demeura longtemps silencieuse, le regard perdu vers le ciel, avant de murmurer « J'ai donné des rois à l'Europe, et me voilà seule parmi leurs ombres. » Mais une fois encore, elle refusa de céder à la douleur. Le trône ne pouvait rester vacant. Son dernier fils, Jean, surnommé Santerre, pour avoir longtemps été écarté des héritages, devait maintenant hériter de la couronne. Le choix d'Aliénor fut décisif. C'est elle qui, par sa seule volonté, imposa Jean comme roi d'Angleterre. Elle mobilisa les nobles, écrivit au pape Innocent III et se rendit en personne en Aquitaine pour faire reconnaître son autorité. Sa présence, plus que toute armée, suffisait encore à imposer le respect. Mais Jean n'était pas Richard. L'un avait été un chevalier héroïque, le symbole de la bravoure et de la foi. L'autre était rusé, soupçonneux, souvent cruel. Aliénor, fine psychologue, comprit très vite la différence. Elle savait que ce dernier fils serait plus difficile à soutenir, mais elle n'avait pas le choix. « Je ne choisis plus entre mes enfants », aurait-elle confié à un proche. « Je choisis entre le chaos et l'ordre. » Son retour en Aquitaine, à plus de 70 ans, fut un acte de courage presque surhumain. Malgré l'âge, elle chevaucha à travers les vallées et les collines, visitant les châteaux, réunissant les vassaux, rappelant à chacun le serment de fidélité envers le nouveau roi. Les routes étaient dangereuses, les rebelles nombreux, mais Aliénor savait que son autorité reposait sur le souvenir de ce qu'elle avait été. Partout où elle passait, on accourait la voir, certains par respect, d'autres par curiosité, tous conscients de rencontrer une légende vivante. Cependant, les années l'avaient rendue plus contemplative. À Fontevraud, où elle se retirait souvent, elle trouvait dans la prière et la solitude un apaisement que la politique ne lui avait jamais offert. Ce monastère, fondé au cœur de la vallée de la Loire, était pour elle un lieu de paix et de mémoire. Elle y fit venir les tombes de son mari Henri II et de son fils Richard, plaçant leur repos éternel sous son regard vigilant. Là, elle méditait sur le poids du pouvoir, sur la vanité des conquêtes, sur les souffrances infligées par la gloire. Les dernières années d'Aliénor furent marquées par un déclin progressif, mais sans renoncement. Le royaume d'Angleterre, affaibli par les défaites de Jean face à Philippe Auguste, perdait peu à peu ses possessions françaises. L'Aquitaine, son héritage le plus cher, se désagrégeait. Et pourtant, jusqu'à la fin, elle continua de négocier, de correspondre, de conseiller. Le pape lui-même sollicitait son avis sur les affaires de l'Église. Les rois d'Espagne lui écrivaient pour demander son arbitrage. Mais derrière cette grandeur subsistait la douleur d'une mère. Elle avait vu mourir son mari, plusieurs de ses fils, et la plupart de ceux qui avaient partagé son siècle. Le faste des cours, les chants des troubadours, les galas de Poitiers appartenaient à un autre monde. Elle, la reine d'Aquitaine, la plus brillante des femmes d'Europe, se retrouvait dans le silence des cloîtres, entourée de souvenirs. Les chroniqueurs racontent qu'elle passait de longues heures à regarder les tombeaux de Fontevraud, caressant de la main le marbre qui recouvrait Henri et Richard, comme pour leur parler encore. Pourtant, même dans la vieillesse, elle demeura un symbole. Les jeunes nobles venaient la consulter, fascinés par cette femme qui avait connu 2 rois, 2 couronnes et 1000 batailles. Son esprit restait clair, son verbe précis. Elle parlait avec détachement des choses du monde, mais sa voix retrouvait parfois l'éclat d'autrefois quand elle évoquait Poitiers. La Languedoc, les troubadours, cet âge décor où les amours courtois et la politique se confondaient dans un même idéal. En 1204, alors que le siècle touchait à sa fin, Aliénor sentit que son heure approchait. Elle fit venir ses confesseurs, mit de l'ordre dans ses affaires et demanda à être enterrée à Fontevraud aux côtés de ceux qu'elle avait aimés et affrontés.
Jusqu'à ses derniers instants, elle resta digne, lucide, sereine. Selon la tradition, elle mourut en paix, entourée de religieuses et de quelques fidèles, le regard tourné vers le crucifix et un sourire imperceptible aux lèvres. Ainsi s'éteignit Aliénor d'Aquitaine, dernière grande figure du Moyen-Âge naissant. Elle avait traversé plus de 8 décennies d'histoire, épousé 2 rois, donné naissance à 2 dynasties et influencé le destin de la France et de l'Angleterre comme aucune femme avant elle. À Fontevraud, son gisant, couronne posée sur la tête, livre ouvert sur la poitrine, semble encore veiller sur son monde disparu, symbole éternel d'intelligence, de courage et de liberté. Les dernières années d'Aliénor d'Aquitaine se déroulèrent dans un calme trompeur, fait de silence, de prières et de souvenirs. Après avoir régné sur 2 royaumes, conduit des armées, élevé des rois et négocié avec les papes, elle choisit de se retirer à l'abbaye de Fontevraud, ce havre de pierre et de paix qui abritait déjà les tombes de son époux Henri II et de son fils Richard Cœur de Lion. Là, au cœur de la vallée de la Loire, elle trouva ce qu'aucune cour ne lui avait jamais offert, le droit de contempler, sans devoir se battre. Fontevraud n'était pas une simple retraite, c'était un monde à part, une cité monastique où se mêlaient noblesse et humilité, pouvoir et silence. L'abbaye, fondée par Robert d'Arbrissel, avait une particularité unique. Elle accueillait à la fois des moines et des moniales, dirigés par une abbesse. Cette organisation, où une femme tenait l'autorité suprême, ne pouvait que plaire à Aliénor, qui avait passé sa vie à prouver que la puissance féminine pouvait rivaliser avec celle des rois. Dans ce lieu, elle n'était plus reine ni duchesse, mais sœur parmi les sœurs, une femme de foi, vieillie mais encore majestueuse, qui cherchait à donner un sens spirituel à la somme de ses expériences. Pourtant, même retirée du monde, elle restait une figure politique. Fontevraud devint sous son influence un centre de diplomatie discret, où venaient se confier princes, abbés et messagers. Aliénor lisait encore les lettres de ses petits-enfants, répondait aux rois et recevait des émissaires venus d'Angleterre ou d'Espagne. Son autorité morale dépassait désormais celle des trônes. Elle était devenue une conscience de l'Europe, témoin d'un siècle qui se terminait et d'un autre qui naissait. Le monde changeait autour d'elle. Le féodalisme, ce tissu d'alliances et de fidélité qui avait structuré sa jeunesse, s'effritait lentement. Les villes grandissaient, les marchands gagnaient en importance, et l'idée même de royauté évoluait. Les rois commençaient à incarner non plus seulement la force d'un lignage, mais la continuité d'un État. Aliénor, qui avait vu se succéder les Capétiens et les Plantagenêtes, mesurait la fragilité de ces transformations. À Fontevraud, elle méditait souvent sur ce passage d'un monde à l'autre, consciente que son existence avait été le lien entre 2 âges, celui des châteaux et celui des nations. Les chroniqueurs de l'époque décrivent une vieille femme encore vive d'esprit, à la voix douce mais au regard impérieux. Son corps était affaibli, ses cheveux blancs, mais sa présence imposait toujours le respect. On raconte qu'elle assistait chaque jour aux offices, appuyée sur une canne sculptée, vêtue d'un voile de laine sobre, sans or ni couronne. Ses mains, jadis habituées aux sceaux royaux et aux lettres diplomatiques, se refermaient désormais sur les livres saints. Et pourtant, dans le silence du cœur, les sœurs sentaient qu'en elle demeurait la souveraine. Son autorité naturelle survivait à la vieillesse. Aliénor ne se repentait pas de ses actes. Contrairement à d'autres souverains qui, dans leurs dernières années, cherchaient à effacer leurs fautes, elle assumait son parcours tout entier. Elle voyait sa vie comme un dessein, une chaîne d'événements qui avait servi une cause plus grande, celle de la stabilité et de la transmission. Ses lettres à ses proches témoignent d'une lucidité poignante. Dans l'une d'elles, adressée à sa petite-fille Blanche de Castille, future reine de France, elle écrit « Ne crains pas de gouverner en femme, car le cœur commande autant que la couronne. » Ces mots résument son héritage, l'affirmation d'une autorité féminine dans un monde façonné par les hommes. Ses pensées se tournaient souvent vers ses fils. Henri, Richard, Geoffroy, Jean, chacun avait porté un fragment de son ambition, un éclat de sa volonté. Elle se souvenait des rires de leur enfance à Poitiers, des batailles, des révoltes, des pardons. Leur visage, gravé dans sa mémoire, l'accompagnait dans ses prières. Elle priait pour eux, pour leurs âmes, mais aussi pour le monde qu'ils avaient contribué à forger, un monde qu'elle savait désormais irréversible. L'hiver de 1203 fut particulièrement rude.
l'âge, la fatigue et les douleurs la clouèrent au lit. Les religieuses racontent qu'elle demeurait calme, dictant encore quelques lettres entre deux sommeils. Dans ces derniers jours, elle fit venir ses confesseurs, ordonna que ses dernières possessions soient offertes à elle abbaye et demanda que sa tombe soit placée non loin de celle de Henri II et de Richard. Elle voulait veiller sur eux, même dans la mort, comme elle l'avait fait toute sa vie. Au début de l'année 1204, sentant sa fin approcher, elle demanda à recevoir les derniers sacrements. Les sœurs prièrent autour d'elle, les cierges éclairant son visage amaigri. Elle garda les yeux ouverts jusqu'au bout, murmurant quelques mots que personne ne comprit, sinon peut-être le nom de Richard. Puis, dans un souffle paisible, elle s'éteignit. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement à travers l'Europe. Des messagers quittèrent Fontevraud pour prévenir les cours d'Angleterre, de France et d'Espagne. Partout, on parla d'elle avec admiration et respect. Même Philippe Auguste, son ancien rival, aurait dit « La terre perd une reine, et l'histoire gagne une légende ». Ses funérailles furent à la fois simples et grandioses. Selon ses vœux, elle fut ensevelie dans l'abbatiale de Fontevraud, vêtue d'un habit monastique, les mains jointes sur un livre ouvert, symbole de sa sagesse et de sa culture. À ses côtés reposaient Henri II, son mari, et Richard Cœur de Lion, son fils bien-aimé. Sur son gisant, son visage, sculpté avec une douceur intemporelle, semble encore sourire, comme si elle contemplait de loin le monde qu'elle avait façonné. Avec sa mort, une ère s'achevait. L'Aquitaine, la Normandie, l'Angleterre, toutes ces terres qu'elle avait unies et traversées se redéfinissaient. L'Europe entrait dans un temps nouveau, celui des grandes monarchies et des croisades tardives, celui des universités et des cathédrales gothiques. Mais partout dans les mémoires demeurait l'ombre lumineuse d'Aliénor, la femme qui avait fait plier les rois, inspiré les poètes et redessiné les cartes du pouvoir. Au fil des siècles, son nom ne cessa d'évoquer la grandeur et la liberté. Les troubadours firent d'elle une muse, les historiens une stratège, les romanciers une héroïne. Et aujourd'hui encore, dans le silence de Fontevraud, son effigie de pierre continue de parler, non pas d'un règne passé, mais d'une idée éternelle, celle d'une femme qui osa diriger son destin dans un monde qui ne le permettait pas. Ainsi s'achève la vie d'Aliénor d'Aquitaine, reine des deux royaumes, âme du XIIe siècle, mémoire d'une Europe en métamorphose. De la duchesse de Poitiers à la sage de Fontevraud, elle incarna toutes les formes du pouvoir, de la passion et de la résilience. Et si la pierre de son tombeau se tait, son histoire, elle, résonne encore, comme un chant ancien venu des cours d'Aquitaine, où l'amour, la gloire et la liberté ne meurent jamais. L'héritage d'Aliénor d'Aquitaine dépasse de loin les frontières et les siècles. Elle n'a pas seulement été duchesse, reine de France puis d'Angleterre, elle fut la matrice d'une Europe nouvelle, où la culture et la politique s'entrelacèrent pour donner naissance à un monde plus raffiné, plus complexe, plus conscient de lui-même. À travers ses alliances, ses choix et sa vision du pouvoir, Aliénor a contribué à façonner ce que deviendront les grandes monarchies européennes, mais aussi à faire émerger une idée de la féminité et de elle, intelligence, qui marquera profondément elle, imaginaire occidental. Son empreinte politique, d'abord, est immense. En épousant successivement deux rois, elle unit temporairement deux grandes puissances, la France et l'Angleterre. Même après son divorce d'avec Louis VII, le mariage avec Henri Plantagenet transforma radicalement l'équilibre européen. Grâce à elle, l'Angleterre posséda un empire continental s'étendant de l'Écosse aux Pyrénées, de la Normandie à la Gascogne. Ce royaume d'outre-Manche, fruit d'une union plus géopolitique qu'amoureuse, plaça les Plantagenet au cœur de la politique européenne. Sans Aliénor, Henri II n'aurait jamais hérité d'une telle mosaïque de territoires, et la rivalité séculaire entre les deux couronnes n'aurait peut-être pas pris cette dimension. Mais plus encore que les terres, c'est une vision du pouvoir qu'elle transmit à ses fils et à travers eux aux générations suivantes. Elle leur inculqua la fierté du sang royal, la dignité dans la défaite, la ruse dans la négociation. Richard Cœur de Lion hérita de son courage et de son éclat. Jean s'enterre de son intelligence politique, même dévoyée. Cher esprit d'épée Aliénor traversa la dynastie comme une force invisible, une foi inébranlable en la légitimité du pouvoir, alliée à une conscience aiguë de sa fragilité. Mais son véritable génie réside dans le domaine culturel. La cour d'Aliénor, d'abord à Poitiers, puis à Bordeaux et à Winchester,
fut un phare de civilisation. Elle y accueillait troubadours, poètes, musiciens et philosophes, encourageant la naissance d'une sensibilité nouvelle, celle de l'amour courtois. Sous son influence, la langue d'oc, la poésie lyrique et la musique profane connurent un essor sans précédent. Les troubadours de son entourage, Bernard de Ventadour, Marc Abru ou Jaufre Rudel, chantèrent l'amour comme une quête spirituelle, un idéal de loyauté et de beauté. C'est dans cet univers qu'apparut l'idée de Dame, cette figure à la fois inspiratrice et souveraine, reflet poétique d'une femme libre. L'amour courtois, qui naquit dans le sillage d'Aliénor, transforma la culture médiévale. Il inspira les légendes arthuriennes, les récits de Chrétien de Troyes, les cours d'amour où les dames jugèrent les poètes et toute la chevalerie du XIIIe siècle. Derrière ces récits de passion, de loyauté et de sacrifice, on retrouve toujours la trace d'Aliénor. Son exigence de raffinement, sa fascination pour la beauté et son refus du vulgaire. Elle fit de la cour un théâtre où on apprenait à gouverner par la grâce autant que par la force. Sous son influence, la figure du chevalier se transforma. Il ne fut plus seulement un guerrier brutal, mais un homme éduqué, guidé par la loyauté, la parole donnée et le service d'une dame. Ce modèle, que l'on retrouvera plus tard dans toute l'Europe, des poèmes provençaux aux chansons de gestes germaniques, a façonné la morale et l'esthétique de tout le Moyen-Âge. En cela, Aliénor fut la première mécène de la civilisation courtoise. Mais au-delà des arts, elle laissa aussi une empreinte spirituelle. À Fontevraud, elle établit un modèle d'équilibre entre contemplation et autorité, entre humilité et mémoire du pouvoir. Son choix de finir ses jours dans un monastère dirigé par des femmes était déjà un acte politique. Elle affirmait que la sagesse et la direction ne dépendaient ni du trône ni du genre, mais de la force intérieure. À travers elle, s'affirma une idée neuve de la spiritualité féminine, active, consciente et indépendante des structures patriarcales. Dans les siècles qui suivirent, son souvenir ne cessa d'inspirer. Les chroniqueurs la décrivirent tour à tour comme une héroïne, une intrigante ou une muse. Certains la blâmèrent pour son ambition et ses révoltes, d'autres la célébrèrent comme la plus grande reine du Moyen-Âge. Ce contraste même fait partie de son héritage. Aliénor échappe aux définitions simples. Elle fut pieuse et rebelle, maternelle et politique, sensible et impitoyable. En elle se mêlaient la douceur du Sud et la rigueur du Nord, la poésie et la stratégie, la foi et la passion. Sa mémoire traversa la littérature. Dans les chansons des troubadours, elle devint l'idéal féminin. Dans les chroniques, elle fut la reine d'Aquitaine, incarnation de la noblesse méridionale. Plus tard, dans les romans modernes, elle inspira des figures de reines indépendantes, de femmes d'État et de mécènes. Des écrivains comme Tennyson, Anouilh ou Zoé Oldenburg ont vu en elle une source inépuisable de drame et de mystère, car Aliénor, même morte, ne cessa jamais d'être vivante. Son influence se lit aussi dans la longue évolution de la condition des femmes. En un temps où les reines étaient souvent confinées à des rôles d'apparat, elle prouva qu'une femme pouvait négocier, gouverner, commander. Ses décisions changèrent le cours de l'histoire. Le mariage de ses enfants, les guerres qu'elle soutint, les alliances qu'elle forgea. Elle fit de son intelligence une arme, de son charme une diplomatie, et de son indépendance une leçon politique. Des siècles plus tard, les historiennes verront en elle une des premières figures de pouvoir féminin affirmées, non pas par la rébellion ouverte, mais par l'usage subtil de la stratégie et du verbe. Même son image funéraire à Fontevraud résume son héritage. Elle n'est pas représentée les mains jointes en prière comme son mari Henri II, mais tenant un livre ouvert. Ce détail, d'apparence anodine, dit tout. Ce livre symbolise la connaissance, la raison, la mémoire, trois choses qu'elle transmit au monde. Par ce geste de pierre, elle semble continuer à lire, à apprendre, à réfléchir, comme si la mort elle-même ne pouvait interrompre sa curiosité. Aujourd'hui encore, le nom d'Aliénor d'Aquitaine évoque un parfum de liberté et de grandeur. Dans le murmure de son époque, elle fut la voix d'une génération de femmes qui, sans trôner ni régner toujours officiellement, surent orienter le destin des royaumes. Elle incarne ce moment de l'histoire où la culture s'imposa comme un instrument politique, où l'amour devint un langage social et où la féminité se transforma en pouvoir. Son héritage se mesure moins dans les conquêtes que dans l'esprit qu'elle a laissé. De Poitiers à Fontevraud, de Paris à Winchester,
Elle tissa des liens entre peuples et langues, fit circuler les idées, encouragea la beauté comme forme de gouvernement. Son œuvre fut invisible mais durable, celle d'une femme qui comprit que la civilisation se bâtit non pas seulement par la force, mais par l'élégance, la parole et la mémoire. Aliénor d'Aquitaine demeure, à jamais, cette énigme médiévale, à la fois souveraine et rebelle, mère et stratège, poétesse et politique. Son nom résonne comme celui d'une femme libre avant l'heure, d'une reine qui ne se contenta pas de régner mais voulut comprendre, aimer et transformer son monde. Et quelque part dans la lumière dorée des abbayes et des châteaux qu'elle habita, on croirait encore entendre son pas léger, son rire d'intelligence, et cette voix qui, à travers les siècles, nous rappelle qu'aucune époque ne peut vraiment enfermer une âme indomptable.